Alors, Maître Fatima, pourquoi nos coutumes infligent toujours les souffrances à la femme en attribuant la mort d'un homme à son épouse? Est-ce qu'il n'existe plus de mort naturelle? C'est une grande question. Il y a beaucoup de mauvaise foi de la part des uns et des autres, à mon avis. Il y a beaucoup de mauvaise foi de la part des uns et des autres. Parce que dans le quotidien, c'était monsieur et madame qui vivaient ensemble. Alors, après coup, les uns et les autres se permettent de s'ingérer et au nom de leur qualité de frères et sœurs, de s'octroyer plus de droits qu'ils n'en ont réellement. Je ne saurais répondre à cette question, en réalité. Voilà. On peut dire que la coutume est au-dessus de la loi. Puisqu'il y a la maltraitance de la part de la famille du mari et la confiscation de biens des enfants, tout ça, et la confiscation des enfants aussi. Donc, on peut dire que la coutume est un peu au-dessus de la loi. La coutume, c'est le fait quotidien. Et malheureusement, la femme veuve en question n'a pas trop de courage pour aller ester cette famille en justice. Alors, la coutume, c'est le fait quotidien, c'est le vécu quotidien. Ce sont des traditions qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. Nous-mêmes, les femmes, nous encourageons ces coutumes, très souvent, trop souvent d'ailleurs, à mon avis. Est-ce que la coutume est au-dessus de la loi? Non, je ne pense pas, parce que la loi est au-dessus de tout. Parce que par la loi, on peut réprimer certains mauvais comportements, mais à condition que ces comportements soient dénoncés devant la justice. La veuve est maltraitée, c'est vrai, elle est souvent maltraitée, mais très souvent, la situation en fait, juridique de la veuve n'est pas établie. Elle n'est pas épouse au sens juridique que je vous ai défini tantôt. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été unie avec le conjoint prédécédé par les liens du mariage. En fait, c'est là le nœud du problème. S'ils ont vécu ensemble comme de simples concubins, cette femme n'a malheureusement aucun droit que l'on puisse protéger devant les juridictions. N'ont de droit que ces enfants nés de cette union. Mais après, vous savez que souvent, nos unions, il y a les premiers lits, deuxième lits, ça va dans tous les sens, et ça ne va pas dans les sens, en fait, de préserver les intérêts d'une famille, de la veuve et des enfants, les plus jeunes notamment. Non, mais c'est pour illustrer en fait ce que je suis en train de dire, mon propos. Quand vous saisissez le tribunal, au fait de vous déclarer propriétaire d'une parcelle de terrain. Mais il faut que vous ayez qualité. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez véritablement propriétaire de cette parcelle-là. C'est ça la qualité. Tu demandes au tribunal de te déclarer propriétaire, mais est-ce que tu as qualité? Est-ce que tu es propriétaire? Si tu demandes, tu sais, le tribunal, au fin de t'ouvrir déclarer propriétaire, et que cette parcelle-là, c'est pas toi qui l'as achetée, tu n'as pas qualité. On te dit, non, tu n'as pas qualité, monsieur, parce que tu n'es pas propriétaire. Donc il faut avoir qualité, intérêt et capacité. Maître, alors quelle serait la différence entre la représentation à l'action et la représentation à l'instance? Oui, c'est des notions très, très différentes, évidemment. La représentation à l'action, vous avez dit? Oui. Bon, en fait, représenter quelqu'un en justice, ça induit des conséquences juridiques. Parce que tous les actes que posera la personne qui représente, eh bien, vont lier la personne qui le représente. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on représente quelqu'un en justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qu'il posera en justice, ces actes-là, eh bien, lieront la personne qu'il a représentée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne comprenez pas? Par exemple, aujourd'hui, je prends le même cas parce que vous allez me faire le reproche de ne reprendre que le même cas, mais... Non, pas de la propriété quand même. Non, maître. mais je vais en prendre un autre, il n'y a pas de problème. Oui. En matière de
en matière de divorce par exemple. Quand vous supposez que vous soyez absente, c'est vous qui avez saisi le tribunal d'une demande en divorce et que vous soyez hors d'état d'être présent le jour de l'audience et que vous dites à votre sœur, par exemple, moi je suis absent de Brazzaville, mais j'ai une audience qui passerait aujourd'hui, eh bien, allez me représenter. Mais le tribunal, le président du tribunal, quand il va le recevoir, va dire, mais madame, vous êtes qui? Ah non, je représente ma sœur qui est absente. Il dit, mais est-ce que vous aviez un mandat? C'est ça le tribunal, la question que le tribunal lui posera. Est-ce que vous aviez un mandat qui vous donne le pouvoir de représenter votre sœur? Mais si vous n'avez pas un mandat, le tribunal ne la recevra pas. Parce que, en fait, elle n'a pas reçu de vous l'autorisation officielle, c'est-à-dire le mandat de vous représenter. Vous parlez de violences faites aux femmes. Inciter à la femme d'avorter, ça ne fait pas partie des violences faites aux femmes? Bon, oui, la femme étant un être vulnérable, et quand vous poussez la femme à aller commettre un crime d'avortement, et encore que le crime se fait par soi-même et sur soi-même, ce sont des violences, parmi les violences. Quel serait votre avis sur l'avortement clandestin? L'avortement clandestin, c'est un avortement illégal. Illégal parce que la loi existante, quand vous faites un avortement clandestin, vous violez la loi. Quand vous faites aussi l'avortement en tant que tel, vous violez la loi. C'est cela. Parce que comme nous sommes dans la société, quand par exemple, une femme qui veut se faire avorter va voir un médecin, mais le médecin lui demande ou à l'auteur de la grossesse de signer une décharge. Mais pourquoi le médecin demande qu'on signe une décharge? Parce que le médecin sait que l'avortement dans ce pays n'a pas permis. C'est interdit. Quel serait votre avis sur l'avortement thérapeutique? L'avortement thérapeutique, c'est l'avortement pour raison de santé. Pour raison de santé de la femme. Ou sauver la femme, pour sauver la femme, parce que la grossesse, c'est menaçante, ou dans un état où cette grossesse ne peut pas évoluer. Ça, c'est un avortement thérapeutique. Mais madame, je vous dis que le code pénal congolais n'autorise pas l'avortement thérapeutique. Et c'est l'occasion, à ce niveau, nous, en tant que Fédération congolaise des droits de l'homme, de faire un plaidoyer. Pourquoi, madame? Mais parce que notre pays a ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des femmes du 11 juillet 2003. Et ce pays a ratifié ce protocole le 15 juin 2007. Et que dit ce protocole? À son article 14.2, petit c, s'agissant de la protection des droits reproductifs des femmes, ce protocole autorise l'avortement thérapeutique et donc l'avortement médicalisé. Mais pourquoi? Parce que lorsque cette grossesse est survenue en cas d'agression sexuelle, en cas de viol, en cas d'inceste, ou encore lorsque cette grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous disons au niveau de la Fédération congolaise des droits de l'homme que le code pénal, à l'égard de l'État, nous annonçons là déjà les couleurs de notre plaidoyer à l'égard des pouvoirs publics, donc de l'État. Il faut que la procédure engagée sur
la réforme ou la refonte du code pénal suive son cours dans un bref délai. Parce que pour que ce code pénal, le nouveau code pénal, prenne en ligne de compte la disposition du protocole de Maputo. On dit Maputo parce que ce protocole était adopté à Maputo, au Mozambique. Donc que ces dispositions soient prises en compte de notre nouveau code pénal. En même temps aussi, dans ce plaidoyer que nous avons déjà ficelé le document, nous ferons un plaidoyer auprès de la Commission nationale des droits de l'homme dont la visibilité de ces activités n'est plus à démontrer. Donc cette Commission nationale des droits de l'homme est devenue visible sur le terrain. Nous ferons également un plaidoyer auprès de cette commission. En même temps, déjà, le code pénal, je l'ai dit aux articles 74, 75, jusqu'aux articles 77, réprimande cela. Mais il faut d'abord qu'il y ait la publication. L'élément matériel, c'est la publication. Le fait de publier, par exemple, des faussetés sur une personne, sur les réseaux sociaux, ou sur l'espace numérique, sur l'Internet, c'est un élément matériel qui peut être constitutif. Mais je dis que la loi portant lutte contre la cybercriminalité ne vient que compléter les infractions qui n'étaient pas réglementées, réprimées par le code pénal. Mais sur cette infraction que nous sommes en train de parler présentement, le code pénal réprimant déjà ce type d'infraction. Une justicia. Et voilà, une justice, on continue toujours sur notre thème du jour, la loi sur la cybercriminalité, avec comme invité M. Léon Juste Ibombo, ministre de Poste et des Télécommunications. Alors, M. Léon, comment nous protéger contre la cybercriminalité? Bonne question. Bonne question. Vous savez, pour parler de cybercriminalité, il faut d'abord avoir l'infrastructure de la cybercriminalité. L'infrastructure de la cybercriminalité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des techniciens les infrastructures de croissance. Fort heureusement, nous l'avons, puisque l'ambition du président, dans le cadre de la mise en œuvre du PCN, le projet de couverture nationale des télécommunications, notre pays est maillé aux infrastructures de communication critiques. C'est-à-dire nous avons la fibre optique, un point d'atterrissage au large de Matombi, au côte de Pointe-Noire, jusqu'à un backbone jusqu'à Ouesso. On a l'infrastructure, on a la fibre optique. Maintenant, lorsque vous avez une infrastructure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réglementer l'utilisation. Puisqu'il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent l'infrastructure. Donc, il faut réglementer le type d'utilisateurs qui vont utiliser cette infrastructure. Mais s'il y a une réglementation, mais il faut qu'il y ait un gendarme. Puisque si un utilisateur enfreint la règle, il faut que l'utilisateur soit rappelé à l'ordre, soit interpellé, soit peut-être réprimandé. Il faut qu'il y ait un organe qui soit là justement pour veiller à ce que l'utilisation de l'infrastructure se déroule correctement. Pour le cas du Congo, il faut d'abord, pour protéger les Congolais, une législation. Nous l'avons maintenant, tant au niveau national qu'au niveau international. Parce que nous avons ratifié, nous avons approuvé dans notre législation des législations pertinentes. Je parlais tantôt de la Convention de Malabo sur la protection des données à caractère personnel et contre la cybersécurité. Et où nous avons une législation nationale, la protection des données à caractère personnel. Nous avons mis en place, le président a mis en place une agence, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est cette agence qui est l'organe de proue, justement pour veiller à ce que les systèmes d'information, lorsque nous sommes attaqués, ce qu'on appelle dans le cyberespace, ou les cyberattaques, il faut que le gouvernement soit en capacité de pouvoir réagir. Donc, la première démarche, c'est d'avoir une législation. La deuxième démarche, si vous avez une législation nationale, cela est insuffisante. Il faut une coopération internationale, d'autant plus que la lutte contre la cybercriminalité, les délinquants, les cyberdélinquants se trouvent partout dans le monde. Que l'autorité de chose jugée veut dire que le juge qui a dit le droit, qui a jugé une affaire, ne peut plus y revenir, sauf pour corriger des erreurs matérielles sur la décision. Ça peut être des coquilles, c'est le nom, ça peut être une mauvaise formulation, pas d'une phrase, mais d'un nom ou d'un chiffre. Prenons le cas, un montant qui a été
qui a été donnée en chiffres et en lettres, elle se contredit. Ça, oui, le juge peut revenir sur cette décision, mais il y a erreur matérielle. Donc le juge, une fois qu'il a dit le droit dans une affaire donnée, le même juge ne peut plus revenir. Là, on dit que le juge, la décision a acquis l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge. Mais la force de chose jugée, c'est autre chose. C'est-à-dire que la force de chose jugée, c'est lorsque les voies de recours sont hermétiquement fermées. On ne peut plus parce que vous avez dépassé les délais. Les délais sont expirés, il n'y a plus possibilité d'attaquer cette décision de justice, de quelque manière que ce soit, par qui que ce soit. Une justicière. Voilà, alors peut-on ralentir ou pallier une décision, une exécution provisoire? Bien sûr. Comment? Bien sûr, on peut pallier, on peut ralentir. Comme je vous l'ai dit, lorsque par exemple le perdant qui lui est tenu d'exécuter la décision constate que le créancier en face de moi ou celui qui a gagné le procès ne me garantit pas que si les choses venaient à changer, il serait à même de réparer le préjudice que je vais subir du fait de l'exécution provisoire. À ce moment-là, on peut exiger que le créancier, avant qu'il puisse tirer profit de l'exécution provisoire, que le créancier constitue une caution, ou constitue une garantie, ou fasse une consignation. Mais on peut aussi pallier ou ralentir, comme je vous l'ai dit, lorsque le perdant, lui, il exerce la voie de recours en faisant défense à exécution. Vous voyez, c'est-à-dire que l'exécution provisoire, c'est tout de suite qu'on le fait. Mais si lui, il va saisir le juge d'appel qui se prononce sur la défense à exécution, favorablement à la défense d'exécution, ça veut dire qu'on a retardé l'effet de l'exécution provisoire. Voilà, madame. Voilà, alors comment s'opposer à une décision ou bien comment s'opposer à une exécution provisoire? Devant quel juge et que peut-on demander au juge? Comment s'opposer à une décision? C'est comme je vous le dis, en exerçant une voie de recours. C'est la moindre des choses. Parce qu'on ne va pas vous dire, bon, vous allez vous mettre vous-même, vous prenez les marteaux, vous vous tenez dans la rue et dites, bon, celui qui vient m'attaquer, moi je l'attaque. Non, ce n'est pas possible. On peut s'opposer de manière logique qu'en exerçant une voie de recours. La voie de recours dont je vous ai parlé spécialement, c'est l'appel. Lorsque nous demandons la défense à exécution. Mais vous pouvez aussi vous opposer à l'exécution d'une décision de justice lorsque, par exemple, vous avez été condamné par défaut. Enfin, du moins on appelle ça réputé contradictoire. C'est-à-dire que vous n'étiez pas là, on vous a condamné, vous venez de prendre connaissance de la décision, peut-être à l'occasion du fait qu'on vous l'a notifié ou qu'on a commencé à poursuivre l'exécution, vous faites ce qu'on appelle l'opposition. Vous revenez vers le juge. Nous sommes là en matière pénale. Vous revenez vers le juge. Parce qu'en matière civile, vous n'avez pas d'opposition, sauf en injonction de payer. Mais si c'est en matière pénale, vous avez la possibilité de revenir vers le même juge pour dire « J'ai été jugé en mon absence, j'ai été condamné ». La succession et la libéralité? Oui, la donation, c'est une forme de libéralité. C'est un contrat par lequel un donateur se dépouille gratuitement et irrévocablement d'une chose au profit d'une autre personne qui est le donataire. Bon, la succession, c'est l'ensemble des biens qui appartient à un défunt qui se transmet à ses héritiers. Une libéralité, on peut la faire de son vivant entre vifs ou bien par acte testamentaire. Et la personne bénéficie après le décès du propriétaire. On vous entendrait dire, je ne vois pas vraiment la différence entre la donation et la libéralité. Oui, il n'y a pas tellement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence que c'est une, je te dis la donation, je vous ai dit, la donation c'est une forme de libéralité. Donc la libéralité, la donation c'est entre vifs et la libéralité, on peut le faire par testament. On donne un bien à quelqu'un qui n'est pas un membre de votre famille. Je dis, à mon décès, telle personne va bénéficier de tel bien. Et cette libéralité peut être à la fin, après le décès. Quand vous dites que la donation, c'est entre vifs, c'est-à-dire quoi finalement? C'est-à-dire entre personnes vivantes.
La donation ne peut pas être l'effet d'une personne morte et d'une personne vivante. Voilà ce que ça veut dire entre vifs. Quelles sont alors les conditions pour l'existence de la libéralité? Bon, c'est un contrat, il faut qu'il y ait évidemment un consentement. Il faut que la personne qui donne son bien donne son consentement. Il faut qu'il ait la capacité de pouvoir le faire. Il faut qu'il y ait l'objet, le bien pour lequel on donne, et la cause. La cause doit être licite aussi. Voilà, alors quels sont le vice qui prévoit la loi par rapport au vice de consentement en cette matière? Bon, en cette matière, les vices de consentement, c'est les vices ordinaires des contrats. Il y a l'erreur, le dol et la violence. Bon, l'erreur, c'est une fausse représentation de l'existence d'un fait ou de la qualité d'une chose. Donc, on peut se tromper même sur la personne à qui on fait une donation. On se dit, bon, je fais telle donation à telle personne parce que j'estime que telle personne a une telle conduite. On peut se tromper sur la personne. Ou encore sur le bien. On croit faire une donation d'un bijou en or, alors que ce n'est pas de l'or, c'est du cuivre. C'est une erreur. Voilà un vice de consentement, un vice du contrat. Bon, le dol aussi, en 3 mois, 4 mois, on peut déjà connaître, on peut déjà rendre le jugement. Mais si les faits sont d'une extrême gravité, je pense que ça doit donc demander qu'il y ait vraiment une observation sur le temps, que l'on puisse creuser le dossier au cas par cas pour satisfaire les parties qui sont au procès. Une justicia. Voilà, une justice. On continue sur le thème du jour, la plainte, avec comme invité du jour M. André Pemba, qui est président de l'association pour la vulgarisation de droit au cœur de la société. Alors, M. André Pemba, je reviens à vous. Ma préoccupation encore est de savoir que doit faire le parti au procès, s'agissant de la plainte, bien sûr. Alors, lorsque l'action publique est enclenchée, l'action publique ici porte sur 2 volets. Il y a l'action pénale et l'action civile. Donc, si le dossier est enrôlé devant le tribunal correctionnel pour ce qui est des délits, les parties, donc la première partie, la partie plaignante, doit se préparer en conséquence. Se préparant en conséquence veut tout simplement dire, elle doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je cherche concrètement en portant plainte contre X. Qu'est-ce que je dois demander? Doit-on réparer ce que j'ai subi? Effectivement, on ne porte pas plainte pour aller regarder les magistrats. On porte plainte parce qu'on est victime d'une infraction pénale. Est-ce que la personne qui est l'auteur de cette infraction doit réparer le préjudice que j'ai subi? Ça, c'est la question que la partie plaignante doit se poser. Et pour la partie défenderesse, donc la personne poursuivie, si et seulement si elle séjourne à la maison d'arrêt, elle a le droit de demander sa liberté provisoire, de réclamer sa liberté provisoire. Parce que la détention préventive ne dure que 4 mois, et elle arrive à 6 mois lorsqu'il y a prorogation. Donc cette partie qui séjourne à la maison d'arrêt, le prévenu a ce droit-là de demander à chaque étape de la procédure sa liberté provisoire. Le magistrat du parquet, le collège de magistrats peut apprécier si et seulement si cette liberté sera recevable ou pas. Cette demande sera recevable ou pas. Donc voilà ce que les parties doivent faire quand le dossier est déjà pendant devant le tribunal correctionnel. C'est très important. Nous remarquons au niveau de l'association certaines personnes qui viennent nous voir pour nous dire « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, en effet, la compétence territoriale se fait, tel que vous l'avez dit, c'est une compétence qui est territoriale. Ça veut dire que moi, maître Amisélevé Edith, huissier de justice près la cour d'appel de Brazzaville, je ne peux pas aller exercer à Pointe-Noire. Ma compétence tient rien que au niveau de mon ressort, c'est-à-dire au niveau de Brazzaville. Mais toutefois, si les questions que j'ai à exercer à
Pointe-Noire, tel que mon confrère ce matin a été à mon cabinet, il a un acte qu'il doit signifier ici à Brazzaville. Il est lieu domicile chez un confrère ou bien une consoeur qui a une étude dans ce ressort. Voilà ce qui se fait. Mais dire qu'un matin, Maître Ami Sylvé se lève, va exécuter à Pointe-Noire sans pour autant qu'il y ait élection de domicile, ça ne se fait pas. Alors, quelles sont les conditions pour vous rencontrer ou des conditions pour vous consulter en tant qu'huissier en cas de besoin? Bon, il n'y a pas peut-être des conditions en tant que telles. Les études du C de justice sont installées ici au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Au niveau de Dolizé également, nous avons les études du C de justice. Si vous avez besoin de rencontrer un huissier de justice, quitte au justiciable de se rapprocher de l'étude du C de justice, nos portes sont ouvertes et de poser son problème, et afin que le C de justice puisse régler le problème pour lequel il a été requis. Une justicia. Voilà, Maître Alphonse, avez-vous aussi un rôle sur la matière des divorces? Ben oui, comme je le disais, le rôle de l'huissier de justice est très vaste. L'huissier peut intervenir dans cette matière à travers le constat. Je peux aller constater l'abandon d'un domicile par l'époux ou l'épouse. Inversement, je peux aussi constater l'entretien de concubinage dans le domicile conjugal, c'est-à-dire que pendant que madame, la journaliste, est absente de la maison, ou alors est en voyage hors du pays, monsieur se permet d'entretenir une concubine au domicile conjugal. Donc, je peux aller constater cela. Ce constat, comme on l'a évoqué plus loin, vous permettra d'engager des procédures contre votre époux. Voilà essentiellement en matière de divorce, là où on intervient nous. Parce que le reste, c'est l'affaire du juge. Alors, quelles seraient les difficultés rencontrerez-vous pendant l'exercice de votre fonction? Les difficultés sont nombreuses, très très nombreuses, dans ce sens qu'il y a d'abord, comme disait ma consoeur en introduction, le fait que la profession d'huissier soit encore assez mal perçue, mal connue du public, ce qui fait que quand l'huissier se présente chez un justiciable, un citoyen, il n'est toujours pas accueilli comme tel. Parce que la personne certainement ignore le rôle qui est celui qui vient toquer à sa porte. Une justice. Voilà, une justice en continu, toujours sur notre thème du jour, les divorces, avec comme invité Maître Roger Mombaya, avocat à la Cour. Maître, alors, que dit la loi en cas de non-comparution de l'autre époux? Oui. Bon, le cas de non-comparution, c'est déjà réglé. Parce qu'il faudrait que nos téléspectateurs sachent que la question de divorce, c'est une question des deux époux. Ok? C'est une question des deux époux. C'est-à-dire l'homme et la femme. Et c'est l'autre qui sollicite le divorce. C'est-à-dire que la requête a été recevable, la requête a été fondée, et en ce moment-là, le président du tribunal de paix, là où la requête a été déposée, estime qu'il doit passer d'abord par des questions préalables en invitant l'autre à comparaître pour montrer qu'effectivement, c'est lui qu'on a introduit une requête, n'est pas un fantôme, mais c'était un homme qui existe. Alors, en ce moment-là, le code de la famille prévoit que la première des choses, c'est que lorsque lui ne comparaît pas, il peut mandater un titel, par exemple, et concerté par le conseil de la famille,
un conseil de la famille. Il peut y avoir un conseil de la famille pour dire que voilà, moi-même, je ne comparais pas aujourd'hui personnellement. Et le conseil de la famille, en se réunissant, il choisit un tuteur qui peut venir représenter l'autre époux qu'on a demandé le divorce et qui devrait en principe comparaître. Donc, le tuteur peut venir à sa place. C'est une solution prévue par le code de la famille. Deuxième possibilité, c'est qu'aujourd'hui, avec la profession d'avocat, l'autre partie peut estimer que moi-même, je ne comparais pas aujourd'hui, mais je peux être représenté. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, la comparaison, la représentation, tout ça, ce sont des questions qui sont analysées dans le cadre du code de la famille, dans le cadre du droit civil des personnes. La représentativité. La personne qu'on a mis en cause, la personne accusée, la personne qu'on a introduit une demande ou une requête en justice contre lui, peut comparaître, tout comme il peut comparaître à travers ses avocats. Donc, la première réponse, il peut comparaître personnellement. Si personnellement, il n'y a pas cette possibilité, le conseil de la famille réunie trouve un tuteur qui comparaît à sa place. Si cette possibilité n'y est pas, l'avocat doit être consulté pour représenter son client devant le tribunal. Est l'objet victime des tracasseries de la part de son bailleur. En réalité, ces tracasseries, nous les appellerons plutôt comme étant des troubles de jouissance. À ce moment-là, si le bailleur est l'auteur de troubles de jouissance qui empêchent à un locataire de jouir paisiblement des lieux, à ce moment-là, le bailleur est dans le tort, puisque dans le contrat, il s'est engagé à assurer la jouissance paisible des lieux. Ce n'est pas seulement une prescription contractuelle, mais c'est aussi une prescription législative qui découle de la loi. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer la sous-location? Qu'est-ce qu'une sous-location? Avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir parce que j'ai oublié de dire une chose, s'agissant justement des troubles de jouissance. J'aimerais dire ceci. Dès lors qu'il y a des troubles de jouissance qui sont occasionnés par le bailleur, et si le bailleur est interpellé par le locataire d'avoir à cesser ces troubles de jouissance, le locataire n'a plus qu'une seule possibilité, c'est celle de saisir tout simplement le juge des référés du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble. Il doit donc saisir le juge des référés pour demander au juge de faire cesser les troubles de jouissance. Voilà, il était important d'indiquer cela pour que on comprenne que le locataire n'est pas totalement désarmé face justement aux actions que pourrait mener le propriétaire pour l'empêcher de jouir paisiblement des lieux. Maintenant, venons-en à votre question de tout à l'heure. Vous avez demandé, si vous le permettez, vous pouvez répondre à la question. La sous-location. La sous-location ici est tout simplement une pratique qui est souvent observée par certains locataires qui décident de conclure un contrat de bail avec une tierce personne qui n'est pas partie au contrat principal. Cela veut dire que un locataire qui est dans les lieux décide de donner en location, donc de sous-louer le local qu'il est en train de louer. C'est un peu cela, la sous-location. Et juridiquement, celui qui sous-loue un local qui est déjà loué, en réalité, celui qui sous-loue reste toujours le locataire principal devant le propriétaire, devant le bailleur. Mais est-ce que la loi reconnaît cela? Est-ce que le locataire est permis
de passer à ce genre de contrat. Innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il